podcast. Microfilm. Éric Rohmer. Je vois un entretien fleuve et plutôt intéressant avec les Cahiers du cinéma, qui est déjà assez ancien, je l'ai sous les yeux, où on voit toutes les questions qu'ils essaient de vous poser, celles que vous acceptez, celles que vous éloignez. À partir de quel moment, quand on a fait un film, c'est une affaire réglée? Alors je passe pas seulement par rapport à soi-même, ça veut dire qu'on est déjà sur notre projet, mais disons sur les faits qu'a produit le film, sur ce qu'il a produit comme discours, comme avis, comme opinion. À quel moment on en a fini avec ça? Est-ce que vous, par exemple, un mois après la sortie de Contes de printemps, c'est déjà une chose du passé? Pour moi, oui, j'en ai fini en général, plutôt que d'autres personnes qui vont défendre le film, soit en province, soit à l'étranger, soit dans des festivals. J'aime me débarrasser de la pensée de mon film, mais cela dit, comme je fais des cycles, et dans lesquels il y a des relations entre les différents films, eh bien, les films ne sont jamais de ma mémoire. Le printemps, lorsqu'on est en été, eh bien, on pense encore au printemps. Et est-ce que, par exemple, là, vous avez eu le sentiment que l'idée d'un nouveau cycle, donc les 4 saisons, là, Vivaldi, ça avait pris? C'est-à-dire, est-ce que les gens vous font d'ores et déjà confiance sur un crédit, comme une carte de crédit, en disant, bon, on va avoir 4 saisons Rohmer? Est-ce que vous avez senti ça? Oui, on me fait confiance, parce qu'on m'a fait confiance jusqu'ici, aussi bien pour les contes moraux que pour les comédies et proverbes. Je pense que le titre des contes moraux et le principe des contes moraux était peut-être plus contraignant que celui des 4 saisons. Les 4 saisons me laissent beaucoup de liberté. Et à ce moment-là, il est plus facile de faire confiance, bien entendu. Le prochain, est-ce que c'est l'été ou est-ce que c'est... Bien, je ne dis rien sur le prochain. Enfin, je n'ai pas encore choisi la saison. Est-ce que ça n'a pas été tentant à un moment de faire les 4 dans une année? Une sorte de pari comme ça. Oui, ça aurait été un pari. C'était un tour de force difficilement réalisable. Et enfin, ça ne correspondait pas au caractère achevé que je vais donner à ces films, enfin, et complexe. Enfin, à ce moment-là, ça aurait été des pochades et ce n'est pas mon intention en ce qui concerne ces films. Il y a beaucoup de vos films qui ont été, de votre propre aveu, qui ont été écrits à une date extrêmement ancienne dans votre vie. Oui, il y a des films qui ont été tournés 20 ans après, et des films qui ont été tournés aussitôt après avoir été écrits. Il y a des films qui ont été écrits après avoir été tournés, comme, si on peut dire, comme Le Rayon Vert ou une certaine partie de Renette et Mirabel. En ce qui concerne ceux-ci, disons que je vais être à ce moment-là conforme à la coutume ordinaire, c'est-à-dire qu'ils seront écrits au fur et à mesure qu'ils seront tournés, et peu de temps auparavant. Mais enfin, tout de même, j'aime bien les laisser mûrir. C'est pourquoi je les tournerai à intervalles assez peu rapprochés. Je pense que ces saisons seront espacées par 2 années et s'étaleront sur 2 années de distance. Alors que j'ai tourné les comédies et proverbes à 1 année simplement d'intervalle. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y avait des choses que vous aviez en tête qui étaient déjà écrites, tout du moins le dialogue, y compris quand vous ne pouviez pas faire de cinéma ou quand c'était plus difficile d'en faire, et puis qu'à un moment, ce stock-là, cette sorte de stock littéraire, a été grosso modo fait, a été réglé, afin que les comptes sont apurés, disons dans le décalage entre le moment où on écrit un film et le moment où on peut enfin le tourner. Chaque fois, ça a été un processus différent. Les contes moraux avaient été pensés il y a très longtemps, c'est-à-dire un moment même où je ne pensais pas en faire des films. Enfin, je me suis expliqué là-dessus, où j'avais envie d'écrire sous forme de romans ou de nouvelles, mais vous savez que c'est très difficile en France de publier des nouvelles. Et en ce qui concerne les comédies et proverbes, il y a de tout. Il y a des reprises de thèmes qui sont très anciens, en particulier La femme de l'aviateur, et il y a au contraire des sujets qui ont été conçus sur le moment même. Par conséquent, je ne peux pas ici établir de règles générales. Mmh. On parlait tout à l'heure de la femme de l'aviateur avant que l'émission ne commence. Moi, c'est un des films que je préfère de vous. Je ne suis pas le seul. Malheureusement, ce film n'a été aimé furieusement que par une partie de la critique. Et quand il est sorti, il a eu très peu de succès. Et le film est ressorti récemment.
Oui, il n'a pas eu plus de succès. Et il n'a pas eu plus de succès. Voilà. Et moi, je me faisais donc l'écho d'une théorie sauvage que j'ai, et je voulais en parler avec vous, qui était que quand un film n'avait pas rencontré le public au moment où il avait été fait, il ne le rencontrait jamais, même si les critiques changent d'avis, même si les ciné-clubs l'adoptent. Je ne parle pas de l'avis culturel des choses, je parle de cette sorte de oui ou non que le public, tel qu'il est, et pour ce qu'il est, avec également toutes les erreurs dont il est capable. Donc c'est pas pour le fétichiser, c'est pour dire simplement qu'il y a une sorte d'absolu qui se reproduit au-delà des générations. Un film qui n'a pas marché, disons La Règle du jeu, qui a été un bide monumental, aujourd'hui, si on le ressortait en fanfare, il aurait, peut-être plus de spectateurs que quand il a été vu, ce qui est facile vu qu'il a quasiment pas été vu, mais il appartient désormais à l'histoire du cinéma. Il n'appartient plus au public. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'absolu dans le goût du public ? Oui, enfin, on peut prendre l'exemple contraire, celui de La Grande Illusion, qui est le film de Renoir qui a le mieux marché au moment où il est sorti, et également a eu le plus de succès ensuite, au moment de sa ressortie après la guerre. Ouais. Oui, je pense que vous avez raison. Mais ça vient d'où ? Est-ce qu'il y aurait une sorte de vérité ? Ça, je peux pas le dire, je n'en sais rien, mais enfin, je cherche un exemple pour vous contredire, mais je n'arrive pas à en trouver. Non, parce que si on prend Citizen Kane, il est certain que Citizen Kane n'a pas eu un succès extraordinaire et qu'il a une réputation énorme, mais je me demande si c'est une réputation au grand public. C'est également une réputation ciné-club, je crois. Oui, c'est comme s'il y avait deux... Je crois qu'il y a deux mondes, effectivement. Oui, il y a deux mondes éternellement parallèles, éternellement différents, qui des fois se recoupent, mais qui ne se confondent jamais. Parce que quand on passait, à un moment, j'ai enseigné le cinéma, et quand on passait des films aux étudiants, vous l'avez fait aussi peut-être, on s'aperçoit qu'il y a également des succès, et des films à succès, et des films qui sont boudés par tout le monde. Oui. Et qu'aujourd'hui, on aura beau remuer ciel et terre, on ne pourra jamais faire un succès avec un film de Barnett. Oui, c'est ça. Qui est un extraordinaire cinéaste. Mais ce qui n'a pas eu lieu au moment où ça devait avoir lieu, c'est fini. Je dis ça parce que c'est un thème romérien. Je dis ça parce que c'est le problème de ne pas être là au moment où quelque chose vous arrive d'essentiel. Qui est quand même l'une des grandes situations qui est dans tous vos films, qui est peut-être le thème même de Perceval, qui est quand même le garçon qui ne voit pas, ce qui, dans un film, est terrible de ne pas voir, dans l'audiovisuel, de ne pas voir ce qu'il faut voir au bon moment, c'est en gros la Passion du Christ, et en mineur, donc dans le dernier film, pour parler un peu du Conte de Printemps, d'une façon plus simple, mais au fond c'est la même chose, l'héroïne, Jeanne, professeure de philosophie, tout d'un coup prend par rapport à elle une sorte de recul sidéral, et se rend compte qu'elle ait voulu ou pas céder à l'homme qui lui fait la cour est tout à fait secondaire, c'est qu'elle était absente à elle-même au moment où elle a dit 2-3 paroles, qui étaient oui, en gros. Et tout d'un coup, elle prend conscience de ça. Dans la scène, d'où la force comique, évidemment, de la scène, elle abandonne totalement le pauvre qui, lui, continue à être dans la posture malheureuse du désir contrarié, et elle se met à soliloquer à voix haute, en disant, c'est terrible, je n'étais pas là au moment, donc dans ce présent-là, je n'étais pas présente à moi-même. Et je me demande si c'est pas l'une des... Alors là, je vous demande de faire un peu de sociologie, même vulgaire, si c'est pas l'une des situations dans lesquelles nous sommes, enfin je dis nous, les gens de vos films, et nous-mêmes qui les voyons, qui ressemblons de plus en plus dans des situations comparables. Est-ce que ce n'est pas un ressort contemporain de la comédie ? Oui, enfin, j'aime bien votre interprétation, d'autant plus que ce n'est pas la mienne. Enfin, mais ça ne veut pas dire que je suis hostile, non. Mais j'aime bien quand on parle de mes films, quand on trouve dans mes films des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Bon, alors, moi, je n'ai pas vu le film de cette façon-là, si vous voulez. Mais ma question est d'autant plus intéressante. Mais alors, pour lui répondre, c'est un peu difficile de ma part dans ce cas. Je ne sais pas. Oui, c'est possible, mais enfin, je n'ai pas fait cette généralisation. Pour moi, il n'y a rien de métaphorique du monde contemporain dans ce film. Enfin, j'ai pensé simplement à la situation elle-même, dans son côté unique. Enfin, je n'ai pas... Voilà tout ce que je peux vous répondre. Oui, mais enfin, c'est quand même une situation qui pourrait se trouver dans un film de Scorsese, dans un film de Woody Allen, dans un film de Nenni Moretti, avec des styles différents. Ça veut dire, c'est quelque chose que... Disons Howard Hawks, pour prendre un cinéaste que vous aimez beaucoup et qui est un cinéaste, peut-être le plus grand cinéaste de la comédie classique à l'américaine, ça ne pouvait pas exister parce qu'il y avait un tac au tac impitoyable avec un véritable sens du dialogue, disons Cary Grant et Katharine Hepburn, et puis ça n'arrêtait jamais. Et peut-être que la seule différence entre la comédie classique des années 30 dans son âge d'or et la comédie actuelle, c'est que dans le même système de tac au tac, où chacun trouve tout le temps la parade, un peu comme au tennis, on trouve toujours une sorte de nouveau coup qu'on peut opposer tant qu'on le peut à l'autre,
tout d'un coup, il y a quelque chose qui a un cas de figure absolument imprévu et à la limite drôle, qui est le trou. C'est-à-dire, tout d'un coup, on ne dialogue plus avec l'autre, on laisse l'autre en plan, et on se dit, mais où avais-je la tête? Où étais-je? Et donc, c'est une situation que je trouve... Oui, là-dessus, vous n'êtes pas le seul à travailler là-dessus. Oui, voilà, je suis plus d'accord. Cette formulation est plus proche de la mienne, de celle que je pourrais avoir, effectivement. Mais, non, c'est-à-dire que dans ce film, j'ai toujours pensé, effectivement, si on me demandait qu'est-ce qui se passait dans le film, je pouvais répondre, il ne se passe rien. Enfin, parce que dans mes autres films, il y a tout de même un aboutissement, si vous voulez. Or, ici, il se passe bien des choses, mais rien n'aboutit. La seule chose qui aboutit, c'est une chose complètement, extrêmement frivole, c'est retrouver ce collier, c'est ça. Mais tout ce que suppose, enfin, l'histoire du collier, tout cela ne se termine pas. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est ça qui m'intéressait précisément de montrer, en fait. Si vous voyez, c'est ce trou, si vous voyez, cette absence qui a motivé mon intérêt pour ce sujet-là. Est-ce que, malgré votre refus de vous prononcer sur le monde qui vous environne, et qui m'environne aussi, et qui environne Microfilm, il n'y a pas quelque chose qui ne pouvait pas se présenter de la même façon avant? C'est-à-dire, dans vos films plus anciens, il y avait, disons, une version un petit peu religieuse de ça, en disant, bon, quelqu'un est libre, il se croit libre, il dit qu'il est libre, il croit dans ce qu'il dit, et puis à un moment, il y a quelque chose dans la mise en scène, il y a quelque chose qui fait qu'il est joué quand même. Bon. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire qu'aujourd'hui, dans la comédie, donc pas dans les films graves comme Perceval ou comme La Marquise d'O, là c'est quand même est-ce qu'une femme a été violée ou pas, bon, c'est quand même des choses assez graves, il n'y a pas la même situation, mais dans le sens où de plus en plus on vit dans un monde où les gens se font eux-mêmes les questions et les réponses. Voilà, c'est à ça que je voulais en venir. C'est-à-dire, ont besoin de l'autre, du partenaire dans la comédie, ou même du partenaire sexuel, ou du partenaire sentimental ou intellectuel, comme une sorte de punching ball, ou comme une sorte de pur partenaire sur lequel on essaie des choses, mais ça reste entre soi. Est-ce que, si vos films, par exemple, depuis... Pas depuis toujours, depuis une dizaine d'années, se sont mis à rencontrer le public, est-ce que c'est pas parce que le public, tout d'un coup, a tout bêtement reconnu des mécanismes mentaux qui sont de plus en plus courants dans notre vie et qui sont au choix paniquants quand il y a une perte complète du sentiment du temps qui passe, ou, dans le meilleur des cas, drôle, puisque c'est quelque chose qu'on connaît bien, qui s'appelle la paramnésie, et qui fait que, dans un sentiment intense du présent, il suffit que ça se casse pendant 1 milliardième de seconde, et le cerveau, après, ne peut pas recoller au passé sans avoir le sentiment que ça s'est passé dans une vie antérieure. Et moi, je pense que très souvent, dans votre dernier film, à travers la musique de Schumann, souvent d'ailleurs, il y a ce sentiment que le présent, poussé à son extrême acuité, débouche sur son contraire, alors que vous ne voulez pas appeler l'inconscient, vous vous défendez de ça, qu'on peut appeler le corps, qu'on peut appeler tout ce qu'on veut, qui est, on bascule et tout d'un coup, il y a un vide. Et ce vide, on doit pouvoir apprendre à vivre avec ou à le trouver drôle. C'est-à-dire, vous n'en faites pas une affaire grave. Bon, enfin, je peux vous répondre 2 choses. La première, c'est que, curieusement, je me trouve un peu dans la situation, je crois, où devait se trouver, disons, Alfred Hitchcock, lorsque nous l'interrogeons au Cahier du cinéma. Enfin, moi, je crois, ce n'est pas moi qui ai fait les entretiens, mais enfin, disons, Rivette, par exemple, Truffaut, ou Chabrol, on va dire, en lui posant des questions qui n'étaient pas les questions qu'il s'était posées lui-même. Bon, bien qu'en fin de compte, il ne les ait pas trouvées inutiles. Enfin, il s'est intéressé, je pense qu'il était très content que l'on ait parlé de ces films de cette façon-là. Oui, plutôt que lui poser des questions triviales sur la façon dont il arrivait à créer le suspense, etc. Bon. De ma part, peut-être ce n'est pas très gentil de dire ça, dans la mesure où moi-même, en fin de compte, bon, je peux certainement plus facilement vous comprendre qu'Hitchcock ne nous comprenait, nous. Vous avez écrit sur Hitchcock des choses qu'il ne comprenait pas lui-même. Non, parce que j'ai écrit moi-même sur les cinéastes, et même j'ai écrit des choses qui parfois étaient obscures, si vous voulez. Bon. Mais, même s'il est vrai que mon tour de pensée n'est pas exactement le même que le vôtre, d'ailleurs, je trouve très intéressant, lorsque je lis vos articles, que ce soit sur le cinéma ou ailleurs, je
je l'ai dit toujours avec une très grande attention, mais je crois les saisir d'ailleurs, c'est peut-être une sorte de refus de ma part, enfin de précaution, de crainte, qui fait que je n'aime pas tellement répondre sur des considérations qui pourraient être des considérations de critique, si vous voulez. C'est-à-dire que vous parlez de mon film comme quelqu'un qui réfléchit sur mes films. Et dans ce cas-là, je pense tout simplement que je ne peux pas vous être utile, que votre pensée se suffit elle-même, et que moi-même, je n'ai pas à vous approuver, à ne pas vous approuver. Cela dit, effectivement, quand vous parlez du vide, de l'absence, etc., oui, ce sont des sujets, ce sont des thèmes qui m'intéressent et que l'on trouve aussi dans mes films, et même d'une façon extrêmement explicite, par exemple dans La collectionneuse, puisqu'il y a une personne qui parle effectivement du vide qui est en lui. Et je pense peut-être que j'ai retrouvé dans ce film une préoccupation qui n'était peut-être pas dans les miens depuis La collectionneuse, qui est peut-être l'idée précisément de cette idée de qu'est-ce que la pensée, qu'est-ce que penser, quand est-ce que l'on pense, quand est-ce qu'on ne pense pas, etc. Donc c'est un thème effectivement qui m'est cher. Oui, bien sûr, oui. Oui, non, je pense pas avoir totalement fantasmé. Ah non, je pense pas. Ce que je veux dire, c'est que... Non, mais oui. J'entends bien. Non, mais c'était pour moi, si vous voulez, à renchérir sur une pensée. Ce que je voulais vous amener à dire, c'était pas du tout de dire oui, je suis comme ça, j'avoue. Non, c'était d'essayer de prendre un truc plus précis, qui est l'histoire de la comédie, qui a quand même ses règles. Donc, on prend un auteur qu'on a en commun, qu'on admire beaucoup, qui est Howard Hawks. On pourrait prendre Cukor ou Macaré, mais disons prendre Hawks parce que c'est le cinéaste que vous préférez. Et puis, moi, c'est une question que je me pose, et elle passe par vous, mais pas seulement par vous, c'est que j'ai le sentiment que les seules indications qu'on a à peu près correctes sur le monde dans lequel on vit en ce moment, nous viennent de la comédie, voilà. C'est-à-dire que lorsque vous voyez des films, bon, là, vous allez dire, vous en voyez très peu, mais quand même, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a plus de choses correctes ou exactes dans les comédies que dans les films qui se veulent tragiques, pathétiques ou violents ou graves. Voilà. Moi, je pense que une partie de votre réussite depuis, commerciale, depuis une bonne dizaine d'années, c'est qu'aujourd'hui, il semble que la comédie est une sorte de privilège. Pour parler de ces choses-là, pour parler justement du trou obsessionnel, de l'absence, du lapsus, de toutes ces choses-là. C'est ça que je voulais vous dire. C'était... essayons de le remettre dans une histoire du cinéma, un peu. Oui, enfin, il m'est très difficile actuellement, enfin, cette année-ci, ces années 90, ces débuts des années 90, de faire des généralités. Ça m'était peut-être plus facile autrefois, parce que je voyais mieux quelle était la marge du cinéma, mais actuellement, on n'a absolument aucun repère. Bon, je me sens très seul, et je ne peux me raccrocher qu'à moi-même et qu'à mes propres films. Tout ce que je peux dire, c'est j'ai envie de faire ça. La comédie, oui, c'est mon élément, je me sens à l'aise. Je n'ai pas du tout envie de faire de tragédie. Si j'ai pu avoir eu cette envie autrefois, elle me passait. Par conséquent, je me suis installé dans un certain ton, mais ce n'est pas forcément confortable. À l'intérieur de ce ton, je peux trouver à faire des choses très différentes, très variées, et qui présentent chaque fois des risques. Et dans ce cercle très étroit, eh bien, je peux me livrer à des tentatives extrêmement différentes. Ce que j'essaie de faire. Donc la différence n'apparaît peut-être pas au très grand public, mais elle apparaît aux gens qui sont capables de porter une attention peut-être plus grande à ces entreprises. Mais où est la comédie ailleurs? Je ne sais pas, parce que je ne vois pas tellement de films, et ça m'est très difficile de répondre. Moi-même, enfin, je ne peux plus être critique des autres, et en tout cas pas du tout historien du cinéma, surtout du cinéma contemporain. C'est vraiment pas possible. Et je pense qu'un auteur, à partir de certain moment, se sent isolé, et doit se sentir isolé, parce qu'il y a un moment où on ne peut plus subir d'influence des autres, et on ne peut pas agir en réaction avec les autres. Bien sûr, c'est plus possible. Mais vous dites que vous êtes isolé. Je le veux bien, parce que c'est un petit peu le sort commun de tous les cinéastes un peu consistants ou cohérents aujourd'hui. À un moment, ils sont seuls dans leur direction et ils vont jusqu'où ils peuvent aller. Néanmoins, vous avez beaucoup fait pour que les films de Brissot soient un peu connus à un moment. Vous l'avez aidé. Dans les cahiers, vous avez laissé publier une lettre que vous avez envoyée à Davila à propos de la campagne de Cicéron, faisant vraiment du film une sorte de manifeste décalé, en disant que bon, vous reconnaissiez là un cinéma que fondamentalement vous aimez, et puis vous avez fait quelque chose que moi je trouve alors formidable, qui est de sortir, même modestement, au film du Losange, le film de Jean-Claude Biette, Jean-Billon des Carpates, que moi je tiens pour un grand film. Donc votre isolement ne vous empêche pas quand même
d'intervenir là où vous pouvez le faire. Non, mais effectivement, ce n'est pas un isolement égoïste, c'est au contraire, si on peut aider certains films, si je peux, moi-même, à des films de losange, je peux les aider, eh bien, à ce moment-là, il ne faut pas reculer, enfin, même si ce n'est pas... C'est pas la règle. Même si ce n'est pas très efficace. Effectivement. Bon, j'ai beaucoup aimé ces films dont vous parlez, le film de Jean-Claude Biette, que je trouve très remarquable, mais j'avais senti tout de suite, enfin, je lui ai dit d'ailleurs, quand j'ai vu son film, j'ai pensé que c'était un film qui n'attirait pas les foules, même qui attiraient un très petit nombre de gens. Mais il fallait le sortir. C'est pas pour ça. Enfin, ce que je trouve choquant, ce que je pourrais même dire scandaleux, ce n'est pas tellement qu'il y ait peu de spectateurs pour un film, c'est qu'un film ne puisse pas sortir, même s'il a peu de spectateurs. C'est-à-dire, il faudrait que de même qu'on peut publier un livre, même s'il est tiré à 1000 exemplaires, que de même, 1000 spectateurs, enfin, évidemment, vous me direz que c'est la limite inférieure extrême. Bon, je veux bien. Enfin, disons que quelques milliers de spectateurs, un film qui réunit quelques milliers de spectateurs devrait pouvoir sortir. Et c'est à ce moment-là, alors que je profite de ma présence à ce micro pour le dire, c'est que je pense que là, la télévision devrait jouer un rôle. Oui. Or, en ce qui concerne le film de Jean-Claude Biette, je crois que la chaîne de Canal+ doit le passer, oui, enfin, et je m'en félicite. Mais enfin, je pense que cette tâche ne devrait pas incomber une chaîne privée, mais elle devrait incomber plutôt aux chaînes publiques. Oui. Et c'est ça. Et là, le scandale est là, c'est que les chaînes publiques ne font absolument rien pour défendre des films qui, de toute façon, aussi peu cher qu'ils coûtent, ne peuvent pas être rentables uniquement avec la recette en salle. Car effectivement, il s'adresse à un noyau de spectateurs qui est trop faible. Si vous voulez, sur le film de Biette, je suis d'accord avec vous. Ce que moi, je trouve très embêtant, c'est qu'il ne s'agit pas d'un film comme on en faisait dans le temps, c'est-à-dire très provocant, très compliqué, de totalement hermétique, ou qui pose des problèmes de résistance physique de la part du spectateur, etc. C'est un film qui raconte une histoire, qui a des personnages, et donc, visiblement, les raisons pour lesquelles les gens ne sont pas assez nombreux à voir ce film ne tiennent pas du tout au fait que le film agresse, ils tiennent au fait qu'il me semble que le film joue sur des ressorts fondamentaux du cinéma, qui est la curiosité de voir une histoire, comment elle se développe, qui est l'acceptation que les personnages ont différentes facettes et ne sont pas donnés d'entrée de jeu, disons le contraire de Tati Daniel, pour donner une sorte de contre-exemple, où là, au contraire, dès le pré-générique, on sait à quoi s'en tenir sur tous les personnages. Et moi, j'ai le sentiment, alors moi, ça m'angoisse personnellement, je veux dire que Jean-Claude Biette est venu ici plusieurs fois et on a parlé de son film, que si ça saute, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de perception de ça, c'est une partie énorme du cinéma qui disparaît, et que je qualifierais comme ça, c'est-à-dire on a le temps de voir naître des intrigues et des personnages qui deviennent de plus en plus mystérieuses, et on accepte ce mystère, et on accepte la poésie qui est liée à ce mystère. Et j'ai le sentiment que tout le cinéma, en tout cas celui qui marche très très fort, tourne le dos à ça, mais plus que tourne le dos à ça, c'est-à-dire fait autre chose. Alors je ne sais pas si vous êtes dit ça quand vous avez dit il faut absolument montrer le champignon des Carpates, mais la non-vision de ce film, pour moi, est assez scandaleuse sur le fond. Pas seulement petit film contre grand système. Non, ce que j'ai pensé du film de Jean-Claude Biette, c'est que c'est un film qui n'est pas complaisant. Et je dirais même qu'il n'est pas sentimental. Et je pense sentimental dans un sens très large. Et je dirais que tous les films qui marchent sont des films sentimentaux, parce qu'ils font appel à des réactions sentimentales de l'échelle publique. Et je remarque, en ce qui concerne mes films, que ceux qui sont sentimentaux d'une façon ou d'une autre plaisent plus que ceux qui ne le sont pas. C'est ça. Et par conséquent, je pense que les sentiments du public n'ont pas été touchés, qu'ils ont trouvé une certaine froideur, oui, qui n'est peut-être pas vrai, mais enfin le public a ressenti ça. Et pourtant, toutes les grandes œuvres, lorsqu'elles sortent, que ce soit dans tous les domaines, oui, que ce soit aussi bien le domaine de la littérature que de la peinture ou de la musique, sont précisément des œuvres qui ne sont pas sentimentales, c'est ça. Et qu'au contraire, on traite de cérébrales alors qu'elles ne sont pas. On n'a pas vu de sentiment dans les dernières quatuors de Beethoven, de même qu'on n'a pas vu de sentiment non plus dans Van Gogh, alors que maintenant, c'est un auteur qui est sentimental, et qui plaît d'ailleurs précisément parce qu'il y a du sentiment, alors qu'il n'y en a peut-être pas chez Cézanne. Bon. Alors, donc, je crois que le problème est là, c'est ça. Mais je pense que dans ce cas, ce qu'il faut, peut-être, c'est que le cinéma trouve des alliés, et que le monde des gens qui s'intéressent au cinéma, le monde des cinéphiles, je crois, doit s'amenuiser, ou doit être moins exigeant, si vous voulez.
voulez. Alors j'avais pensé, en ce qui concerne les films de Biette, j'avais suggéré, c'est ça, aux personnes du Losange qui s'en occupent, de prospecter, mais c'est très difficile, du côté des gens de la littérature, c'est-à-dire du nouveau roman, d'une façon, ou du nouveau théâtre. Bon, il n'y a pas beaucoup, mais enfin, il y a quand même un petit public, oui. Et parce que je pense que il faut que tout le monde s'allie, si vous voulez. Et je pense que ce public-là devrait pouvoir s'intéresser au film de Jean-Claude Biette, même si lui, Jean-Claude Biette, auquel j'avais posé la question, ne s'intéresse ni au nouveau roman, ni particulièrement au théâtre, disons, ce qu'on peut appeler le théâtre d'avant-garde. Bon. Mais je crois qu'il faut dire, de même que Marx a dit prolétaires de tous les pays, unissez-vous, on pourrait dire artistes de tous les bords, tout de même formez bloc, parce que je crois que c'est pas seulement le cinéma qui est menacé ici. Je crois que c'est un art original et individuel qui est menacé, et qui est par toutes sortes de choses, par l'argent, la publicité, etc. Absolument, oui, oui. Lorsque vous vous intéressez au film de Davila, qu'est-ce qui vous touche dans ce film-là? Alors le film de Davila également, le film de Davila est un film qui n'est pas sentimental non plus. Je pense que ce qui fait qu'il n'a pas une audience aussi grande que d'autres films, qui sont des films qui sont tout aussi hermétiques, parce que c'est un film qui n'est pas du tout hermétique, c'est un film qui est très plaisant, auquel je reprocherais peut-être la fin, parce que je pense... La fin n'est pas... Oui, et ça c'est grave, c'est peut-être un peu grave, et je crois qu'il aurait une meilleure fin, il aurait plus d'avantage, parce que tous les gens dont on en parle et qui ne l'aiment pas commencent par dire qu'ils n'aiment pas la fin. Bon, puis ensuite ils font d'autres reproches. Mais je pense aussi que c'est un film qui n'est pas sentimental, bon, qui a une certaine froideur dans ce film, mais qui me plaît d'ailleurs, ce qui prouve que c'est un film grand, c'est un film qui n'essaie pas de jouer sur sur la fibre, sur la corde sensible, c'est ça. Mais ce n'est pas pour autant un film qu'on pourrait appeler, comme on disait autrefois, je crois que ça se dit moins maintenant, qu'on pourrait appeler cérébral. Non, c'est un film qui a une grande sensibilité. Voilà ce qui me plaît. Non, ce qui me plaît, je l'ai dit, c'est que c'est un film, précisément, ce qui me plaît aussi, c'est un film qui prend le contre-pied de tout ce qu'on fait, si vous voulez, et qui, cette espèce de folierisme, cette espèce de culte débridé du paroxysme, de la violence qu'on trouve dans tout le cinéma contemporain, dans tout le cinéma des années 70 et 80, mais ce n'est plus là, du tout. C'est un cinéma qui est contrôlé, c'est un cinéma qui est précis, qui est serré, si vous voulez. C'est un cinéma... disons, c'est un cinéma synthétique, si vous voulez, qu'on pourrait opposer au cinéma fadement analytique, qui est une sorte de déroulement, d'épanchement, si vous voulez, de succession, des choses d'un cinéma associationniste, atomique, si vous voulez, impressionniste, qui était le cinéma, enfin impressionniste et expressionniste, on pourrait, dans le mauvais sens du terme, qui était le cinéma à la mode dans les années qui nous ont... dans nos années, même encore. Oui, mais c'est un cinéma qui va avoir des problèmes maintenant, parce que l'époque n'est pas à l'analyse, l'époque est à des synthèses hâtives. Oui, alors à ce moment-là, ça serait une synthèse hâtive. C'est plutôt des poètes disparus, qui est une synthèse hâtive, et non plus aux grandes analyses de genre, disons, If, pour prendre deux films comparables. C'est ça. Donc, ça ne sera pas forcément mieux. Donc, moi, je suis un peu inquiet quand même. J'ai peur que les gens, maintenant, se rassurent à bon compte sur des vieux scénarios très peu fouillés et incroyablement rassurants idéologiquement. Enfin bon, ça, c'est un autre débat. De toute façon, ce qui importe avant toute chose, c'est que premièrement, c'est que ces films existent, tournés. Bon. Pour le moment, la situation n'est pas trop grave. Il se trouve qu'on arrive à tourner des films comme ça. La seconde, c'est que ces films soient vus. Bon, c'est plus difficile, parce qu'il y a des films qui ont été tournés qui ne sont pas vus. Bon. Et puis, troisièmement, c'est que ces films plaisent. Ça, c'est plus difficile. Mais je pense qu'il importerait, c'est vrai que c'est très important pour toutes sortes de cultures, et dire c'est ça dans tous les domaines maintenant de la culture, c'est qu'il faut que les choses existent et il faut que les choses soient vues. Bon. Ensuite, quasi une valeur marchande, ça devient tout de même plus accessoire dans d'autres domaines. Prenons dans le domaine du théâtre, par exemple, le théâtre est entièrement truqué, entièrement subventionné. C'est très bien que le cinéma soit pas truqué, c'est très bien qu'il y ait une relation entre le public et... Bon. Mais dans la mesure où maintenant il ne peut plus y en avoir, on est bien obligé à passer à ce stade-là. Ça, à la limite, c'est vraiment la question la plus fondamentale qu'on peut partager aujourd'hui. C'est le cinéma est cette drôle de chose qu'on peut appeler un art, qui en tout cas a été populaire, et qui l'a été longtemps. Comme dit souvent Godard, je pense qu'il a raison, ça s'est passé qu'une fois, parce que les 3/4 des arts n'ont jamais été populaires. C'est de la culture savante et elle ne touchait pas la population moyenne. On voit un petit peu au moins la crise de cet art-là. On peut penser que ce serait raisonnable que que le cinéma arrête de faire l'intéressant, en un sens arrête d'être exceptionnel, arrête d'être à la fois Charlot qui plaît dans le ghetto et qui plaît aux intellectuels, et assume totalement son rôle, alors disons comme le théâtre, comme la danse, comme l'opéra, qui sont des arts subventionnés, qui sont des arts sponsorisés ou qui dépendent du mécénat, qui ne dépendent plus de la vérité
pour ce qu'elle est du rapport marchand, c'est-à-dire les gens disent oui ou non. Alors, est-ce que ça vous embête qu'on puisse être amené à franchir ce pas-là, ou est-ce que c'est inévitable et que c'est pas plus mal ? Non, je pense que c'est inévitable, je pense que c'est tout de même un peu plus mal, mais enfin, il y a tout de même des compensations. Enfin, je veux dire, les rapports marchands, les rapports de vrais, si vous voulez, entre le public et les rapports de... enfin, les rapports marchands, c'est pas forcément des rapports vrais. Enfin, je veux dire plutôt... Non, mais les rapports de... Ils ont une vérité. Ils ont une vérité, oui. Le rapport direct, si vous voulez, entre le public et l'œuvre... peuvent exister non seulement par les salles de cinéma, mais aussi par la télévision. Et la télévision, c'est vraiment très important, et je pense qu'il ne faut pas la négliger, et aussi par le magnétoscope, par les cassettes. Actuellement, évidemment, ce n'est pas très important. Mais ça peut le devenir, si vous voulez. À ce moment-là, il peut y avoir des collectionneurs, il peut y avoir des gens, des amateurs qui achèteront, si vous voulez, le film Le Capitaine des Carpates peut n'être pas vu en salle, mais il peut y avoir beaucoup de gens qui ont envie de le voir. Donc, il faut tout de même considérer ces choses-là et peut-être prévoir l'avenir dans ce domaine, parce que là aussi, l'avenir est sombre, parce que j'ai l'impression que il se passera ce qui se passe aussi souvent dans l'édition des livres, c'est-à-dire qu'il y aura les best-sellers et puis il y aura d'autres œuvres qui ne seront pas éditées ou qui disparaîtront et qui seront introuvables. Donc je crois qu'il faut déjà songer à préparer cette voie. Oui, parce que si le cinéma a l'air si peu, pas dans une période très très créatrice ou un petit peu endormi, ou etc., c'est parce que beaucoup de l'énergie des gens qui sont des décideurs dans le cinéma, au lieu d'aller dans la confection des films, dans la production des films, dans des grandes aventures, etc., elle va dans le rachat de portefeuille. Oui. On est vraiment dans une période boursière du cinéma. Donc des gens totalement inconnus, dans le plus grand secret, rachètent des portefeuilles qui impliquent beaucoup de films, dont beaucoup que nous on connaît et qu'on aime beaucoup. Et un jour, on va apprendre que ces films ne sont plus visibles parce qu'ils appartiennent à X, Y, Z et qui en font l'usage commercial qu'ils veuillent. Et peut-être que ce qui pourrait nous arriver de mieux, même dans ce mieux relatif, c'est que, disons, comme dans les disques, ça finit par être possible, il soit possible, le jour où il y aura des vidéodisques, où qu'on pourra effectivement avoir un choix énorme de films anciens, toutes catégories confondues, qu'on pourra se passer chez soi, qu'on ait au moins accès, même à ce moment-là, même chez soi, même dans un cadre très très différent, à des films qui seront des petits titres du catalogue, mais Dieu sait quels sont les phénomènes de redécouverte, de culte, etc. plus tard. Enfin, de ce point de vue, je pense que le bien ne peut venir que de là. Mais également, ce bien n'arrivera pas nécessairement si on ne s'occupe pas de la chose. La question, si vous voulez, que moi ça me pose, c'est que tout le cinéma qu'on a connu, celui que vous faites, celui qu'on admire, celui qui nous a profondément marqué, même quand il n'avait pas assez de public ou peu de public, était structurellement fait pour un public, tant qu'il y avait une scénographie qui appelait la salle obscure, le noir, la présence de quelqu'un dans la salle, tout ce qu'Hitchcock peut-être a symbolisé le mieux. Le jour où on sait que les films peuvent être vus et appréciés dans des conditions, disons, domestiques, est-ce qu'esthétiquement, il n'y a pas un moment où justement le film de Biette pâtit de ça, puisqu'il demande la salle, le film de Biette, esthétiquement. Il demande encore l'énigme de l'intrigue, du temps qui passe, etc. Oui, enfin... Alors que certains films réellement expérimentaux, ou des choses de vidéo, etc., ne demandent plus la salle, demandent simplement d'avoir quelqu'un que ça intéresse de voir ça. Là-dessus, alors, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je suis pas puriste dans ce domaine. C'est-à-dire, je pense que tous les films peuvent se passer de ça. Enfin, j'ai vu un autre film de Biette. Même Charlot. Oh oui, Charlot. Ben Charlot, écoutez, la première fois que je l'ai vu sur un pâté baby, donc c'était pas dans une salle, c'était à la maison. Bon. J'ai vu un film de Biette en cassette, un autre film, c'est Loin de Manhattan. Oui. Bon, je l'ai apprécié, je ne sais pas. Non, là-dessus, je n'ai pas le fétichisme, j'ai pas la superstition, le culte de la salle. Enfin, je pense qu'effectivement, la salle a un avantage. Je pense que c'est plus beau de voir un film en salle, mais que la différence n'est pas aussi énorme et que pour les générations futures, ça n'aura pas plus d'importance que pour nous, ça n'en a d'écouter une symphonie dans une salle de concert ou bien, bien sûr, sur un disque. Oui, on peut dire ça. Non, mais moi je suis plutôt d'accord avec vous sur le fond et je proteste toujours contre les gens qui disent d'une façon exagérément nostalgique et géniarde, rien ne remplacera jamais la salle. Moi, je pense que la salle est remplaçable. Simplement, peut-être qu'on est dans une période en ce moment où les films qui sont en train de perdre la salle n'ont pas encore ce public à venir qui existe, parce que les gamins repèrent de mieux en mieux ce que nous, on a mis beaucoup de temps à prendre, le découpage, les arrêts sur l'image, ils se repassent ça au magnétoscope. Il y a peut-être une sorte de mauvais moment à passer où la salle manque et
le bon réseau domestique, disons, personnel, enfin, comme on a une discothèque ou une bibliothèque, n'existe pas encore. Et que c'est peut-être là qu'il faut tenir bon. Vous seriez d'accord avec ça? Tout à fait d'accord. C'est quoi pour vous ce que vous aimez le moins dans le cinéma qui se fait? L'ennemi? Oh ben, écoutez, je n'ai pas d'ennemis. Non, j'ai pu avoir des ennemis. Non, pas les gens, hein, pas de nom, simplement comme conception du cinéma. Oui, enfin, disons que je n'ai plus d'ennemis à proprement parler, puisque nous en avions, nous, collectivement au Quai du Cinéma, nous avions un ennemi, c'était lorsque nous voulions faire des films, c'était le cinéma tel qu'il se faisait, bon, parce que nous voulions faire autre chose. Oui. Bon. Alors à ce moment, on a combattu le cinéma français, du moins une certaine tendance, je crois que c'est le titre de l'article de Truffaut, du cinéma français. Bon, mon ennemi resterait, pourrait aussi rester, si j'étais jeune, le cinéma également à la mode actuellement. C'est toujours ce qui était à la mode. Quoi, le cinéma, oui, le cinéma, c'est toujours l'ennemi. Le cinéma qui plaît, c'est d'une façon ou d'une autre toujours l'ennemi. Bon, mais il ne me gêne pas cet ennemi. Je n'ai rien contre lui, si vous voulez. Non, mais est-ce que c'est plutôt, disons, le style publicitaro, look, disons Besson, ou est-ce que c'est plutôt le retour du vieil académisme? Il pourrait y avoir plutôt Peter Weir. On pourrait dire tout. Ou est-ce que c'est tout ce qui plaît indistinctement? Non, il y a quand même des films qui plaisent et qui sont bien, non? Oui. Eh bien, actuellement, non. Voilà ce qui se passe. Non, c'est-à-dire que je vais très peu au cinéma, donc je peux pas parler d'ennemis, si vous voulez. Bon, mais d'une façon générale, je dis pas pour moi, mais pour les jeunes je me mets à la place des jeunes. Bon, je me mets à la place, par exemple, de Jean-Claude Biette ou de David. Qu'est-ce que c'est l'ennemi pour eux? Bon, c'est des jeunes de 40 ans passés. Oui, hein. Bon, alors des plus jeunes, mais j'en connais peu. Bon. Alors, ceux-là qui vont au cinéma. Oui, c'est ça. Il faut espérer qu'il y en aura. Qu'est-ce que ce serait l'ennemi? C'est peut-être pas forcément un film comme Le Grand Bleu, parce que Le Grand Bleu, après tout, bon, peut-être ne peut pas. C'est tellement incommensurable avec le reste, le succès est tellement extraordinaire. Moi, j'ai pas vu le film, je regrette de ne pas l'avoir vu. Peut-être. À mon avis, il passe encore. Oui, je pourrais peut-être le voir, parce que je voudrais quand même voir ce que c'est, parce que je suis quand même tout à fait surpris par ce succès, c'est fantastique. Et bon, donc c'est pas forcément l'ennemi, non. Je veux dire, des choses peuvent subsister. Il peut très bien y avoir des films qui sont pour les masses et des films, au contraire, qui plaisent à un public restreint. Mais, si vous voulez, il n'y a pas d'ennemis proches précisément pour les jeunes. Actuellement, il n'y a pas tellement de snobisme sur certains cinéastes rares, ennuyeux et qui plaisent tout de même. Non, c'est fini, ça. C'est fini, c'est ça. Non, c'est fini. Il y a une sorte de grande honnêteté des goûts, maintenant. Donc, il y a plus d'honnêteté des goûts. Donc, il y a peut-être moins d'ennemis qu'il y en avait autrefois. Le goût est ce qu'il est, mais il est ce qu'il est. Il n'y a pas de faux chefs-d'œuvre pour les connaisseurs. Non, non, il n'y a plus de fausse gloire. Oui, il n'y a plus de snobisme. Oui, et il n'y a plus de snobisme. Et est-ce que ça vous embête qu'il n'y ait plus de snobisme? Ou est-ce que c'est bien, finalement? Non, parce que finalement, je n'ai pas cherché à profiter du snobisme. Et je pense précisément que ça ne m'ennuie pas, dans la mesure où je pense, ce qui prouve d'ailleurs que le succès de mes films, le relatif succès de mes films, ne repose pas sur le snobisme. Absolument. Je crois que l'émission est terminée, donc le succès des films de Rohmer ne repose pas sur le snobisme, que d'ailleurs personne n'a jamais pensé. On le remercie 1 mois après la sortie de Contes de printemps d'être revenu, non pas supporter ou défendre son film qui n'en a pas besoin, mais discuter un peu à bâton rompu avec Microfilm. Merci Éric Rohmer.